bénédiction. Kijan Azot mes gens. Bienvenue à cette édition de Conversation ascendante. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Kémi Séba. Kémi Séba est un activiste panafricain, anticolonialiste, chroniqueur politique et écrivain. Originaire du Bénin, il est l'initiateur du mouvement anti-France CFA et le président de l'ONG Urgence panafricaniste. En 2017, il est élu personnalité africaine de l'année pour sa lutte contre le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays africains utilisant cette devise. Ceci lui vaut à la fois honneur et récompense d'un côté et plusieurs expulsions pour menaces graves à l'ordre public de l'autre côté. Comment s'unir et s'élever en 2020 ? Pour s'élever et s'unir en 2020, et je pense que c'est en réalité une réponse qui pourrait être intemporelle, pour s'unir avec les autres membres de notre communauté et s'élever collectivement, il faut en premier lieu de l'amour. Trop de gens rentrent dans ce combat par frustration, rentrent dans ce combat pas pour les bonnes raisons. Et je dis toujours que le moteur principal de ce combat politique, qui est le panafricanisme et la résistance africaine face au néocolonialisme et à la malgouvernance endogène, ça ne peut être que basé sur l'amour. L'amour de soi, bien sûr, mais aussi et surtout l'amour de ses semblables. L'amour de son africanité dans sa diversité, dans sa multiplicité. Être capable de voir la magie dans l'autre, dans son prochain, dans son semblable, et l'encourager. Être capable de tuer la jalousie qui, depuis trop longtemps, en nous, s'est insérée. Je pense qu'avec ces quelques ingrédients-là déjà, s'unir et s'élever serait quelque chose d'extrêmement accessible si on est capable de les prendre en considération. Mais il faut faire un effort suprême sur soi, la guerre suprême contre soi-même, pour être capable d'accepter qu'on n'est grand que lorsque nos semblables le sont tous. Qu'on est grand que lorsqu'on est capable d'encourager quelqu'un qui est plus haut que nous à aller plus loin encore. Qu'on est grand quand on est capable de tuer la jalousie qui nous empêche de voir le succès de notre semblable comme étant le nôtre. Comment bâtir un nouveau modèle qui ne soit pas calqué sur l'Occident ? Moi, je pense qu'il faut centrer un système sur nous-mêmes, sur notre propre ontologie, sur nos propres réalités, en mettant la femme au centre de tout. Parce que très clairement, une société qui n'est pas capable de mettre la femme au centre de tout et la jeunesse comme principal atout est une société qui meurt. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit, je pense, profondément réfléchir. Une société qui s'appuierait sur ce que moi j'ai théorisé dans mon livre, Afrique libre ou la mort, l'Alodo, le solidarisme africain, ce que Julius Nyerere appelait l'Ujamaa. Je pense que c'est vital. Et l'Alodo, qui signifie le solidarisme dans notre langue en fongbe, revient à cette réalité-là. Donc c'est intéressant quand même de pouvoir l'exposer. Après, ça serait très long de répondre sur une question aussi complexe. Ça vaut normalement plusieurs livres. Voilà. Tu prônes l'indépendance des pays africains encore sous le joug de l'Europe. Quels sont les moyens concrets d'atteindre cette indépendance ? Les moyens sont très simples, beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Il faut juste que la population, que le prolétariat prenne conscience de sa force. Et que ceux qui sont des moutons ou qui sont traités en moutons depuis si longtemps comprennent qu'ils sont en réalité des lions. Il faut juste qu'ils reprennent la mémoire, qu'ils retrouvent la mémoire. Et il n'y a que comme ça qu'un certain nombre de choses évolueront. Le travail obsessionnel qu'on fait, le travail métapolitique que je fais avec l'ONG Urgence panafricaniste va dans ce sens-là de responsabiliser la société civile, de lui faire comprendre le pouvoir géopolitique et géostratégique qu'elle a. Le prolétariat africain et le prolétariat de manière générale, c'est la base d'une pyramide. L'oligarchie, c'est le sommet de la pyramide, un petit caillou, un petit groupe. Et c'est strate par strate par strate qu'on arrive au sommet. Mais si la base, qui représente la partie la plus importante de cette pyramide, la plus large, la plus vaste, décide de quitter son rôle qui consiste à soutenir le sommet de la pyramide tombe et devient un vulgaire caillou. Je le dis souvent. Et donc par conséquent, le jour où le prolétariat africain prend ses responsabilités, les choses changent grandement. Que penses-tu du concept de réparation ? Très clairement, le concept des réparations, je pense qu'avant de songer à demander aux autres des réparations, il faut qu'on se répare nous-mêmes. C'est le travail dont on parle quand on parle d'amour entre nous, en priorité, de solidarité entre nous, de nous reconstruire. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne respecte que les puissances, que les peuples puissants.
Et un peuple brisé ne peut pas obtenir quelconque réparation. Un peuple solidaire, un peuple fort politiquement, économiquement peut obtenir réparation. Si on n'a pas au moins ces facteurs-là réunis, on ne pourra pas s'en sortir. Après, évidemment, le jour où on arrive, le continent africain, avec sa diaspora, à devenir la puissance qu'on se doit d'être, il est évident que la question des réparations se posera dans un autre angle. Quelle est ta position en ce qui concerne l'indépendance des départements et territoires d'outre-mer? Penses-tu que cela soit possible? Moi, je pense que le terme d'indépendance a fini par traumatiser nos populations en outre-mer. Je parle d'expérience vécue. Et donc, je pense qu'il y a un terme qui est beaucoup plus propre et proche des aspirations du peuple, c'est la souveraineté. On a contribué, en tout cas dans les mondes noirs afro, à remettre au goût du jour, je pense vraiment. La souveraineté populaire, c'est ce que doit être une véritable indépendance. La souveraineté populaire, prendre en charge sa propre destinée, prendre ses propres responsabilités. Je pense qu'il n'y a rien de plus important. Crois-tu que la pandémie soit un frein à une révolution annoncée ou au contraire l'élément déclencheur? Moi, je pense que ça peut être un frein dans un premier temps. Je parle pour nous en Afrique avec des régimes extrêmement autoritaires. Ça a été un prétexte pour interdire les mobilisations pendant un certain temps. Et puis à un moment donné, quand vous interdisez aux gens de faire les choses, il arrive un moment où la digue se brise. Et les gens finissent par faire ce qu'ils ont à faire et de manière encore plus déterminée qu'avant les interdictions. Donc c'est des deux. Ça a été un frein au départ, mais je pense que ça risque d'être dans les temps à venir de manière imminente une accélération dans le processus de révolution et d'autodétermination des nôtres à suivre. Que penses-tu de la position de l'Europe qui critique les États-Unis tout en ignorant ses propres problèmes de racisme systémique? Rien d'étonnant, hein. L'Europe a toujours été en mode Ray Charles lorsqu'il s'agissait de voir sa propre négrophobie, son propre racisme structurel. Mais l'Europe et l'Amérique, ce sont deux facettes d'une même pièce. Donc c'est l'Occident. Qu'espères-tu pour le futur? Que la jeunesse africaine et afro-diasporique prenne ses responsabilités et réalise l'étendue de son pouvoir lorsqu'elle se prend en charge. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Kémy. Merci.